Bonjour à tous les secondes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie du cours sur le plaidoyer. La fois dernière, nous avions regardé ensemble la première partie, donc je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu. Dans cette première partie, on avait défini ce qu'était le plaidoyer, d'accord, comment il se construisait, quels étaient les éléments et les étapes de sa création. On avait vu un petit peu également comment certains avocats percevaient la construction, la réalisation du plaidoyer. Aujourd'hui, on va voir des exemples, des exemples d'approche du plaidoyer. Ensuite, je vous montrerai différents exemples. Ces exemples, bien sûr, je vous les sont également dans l'espace de travail et dans le cloud dédié à la classe, il n'y a pas de problème. Vous les retrouverez donc dans les fichiers. D'accord? Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, vous avez tout d'abord Jacques Vergès. Jacques Vergès est un avocat très connu, il a plaidé dans les années 80 et 90, c'est un des grands ténors du barreau en France. C'est pour Vergès, une question de principe, c'est-à-dire, pour lui, il est partisan de la défense de la rupture. C'est-à-dire, tout simplement, il cherche à chaque fois soit à prendre le contre-pied, soit plutôt de montrer que peut-être que ceux qui, justement, portent les accusations sont plus les coupables. C'est un petit peu la tactique de « je vous renvoie la balle », c'est-à-dire que si vous lancez des accusations, c'est que vous êtes coupable. C'est d'ailleurs que vous êtes fautif. En gros, c'est-à-dire pourquoi vous vous défendez, vous vous attaquez directement. C'est un petit peu le principe de la personne qui se braque. Si vous voulez, c'est si vous braquez, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est un petit peu ça la tactique de Jacques Vergès. C'est-à-dire c'est un petit peu de renvoyer la balle à l'arroseur, ou l'arroseur à arroser, si vous préférez, d'accord? Voilà, c'est sa particularité. C'est une notion de rupture. C'est-à-dire, j'hésite pas à pointer du doigt. Pourquoi vous braquez? Pourquoi vous lancez des accusations? C'est que vous cachez quelque chose. Donc ça peut justement justifier votre culpabilité. Voilà pour Jacques Vergès. Hop là. On revient évidemment à notre ténor du barreau de Lille, Maître Dupond-Moretti, que vous avez pu voir dans les extraits la fois dernière. Alors, l'ogre, c'est son surnom. Certains l'appellent même le Panzer du barreau. Voilà, le terme Panzer renvoie, je vous le dis, aux chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'attaque frontale, c'est-à-dire je rentre dans le tas, je me rue dans les brancards. Il va la mêler, si vous préférez. Alors, il évoque toutefois un petit peu son travail. Je vous ai mis une citation de Dupond-Moretti, qui est véridique. Il m'est désagréable de plaider devant vous car je vous déteste. Et là, c'est pas véritablement un des avocats, ni un des membres du jury, et encore moins un des accusés, c'est littéralement au président, du tribunal. Et vous voyez un petit peu que justement, Maître Dupond-Moretti, de par son attaque frontale, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à pointer du doigt, à attaquer, à quelquefois littéralement à s'en prendre à l'argument, c'est-à-dire de l'adversaire. C'est un spécialiste de la réfutation, du contre-argument. Si bien qu'il est considéré comme le recordman des acquittements. C'est aussi pour ça qu'il est souvent utilisé, et qu'il n'hésite pas à se présenter comme l'avocat dans de grands procès. Si vous voulez aller voir un petit peu ses attaques et ses prises de parole dans les différents procès, je vous conseillerais d'aller voir un petit peu le procès de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le procès qui a eu lieu suite aux perquisitions au parti de la France Insoumise. Monsieur Dupond-Moretti est justement l'avocat de l'accusation. Donc il plaide contre Monsieur Mélenchon. Les prises de parole entre deux spécialistes de l'attaque frontale sont particulièrement théâtrales. C'est-à-dire que Dupond-Moretti c'est certes l'attaque frontale, mais c'est également une prise de parole assez théâtrale. Et là on peut même, si vous voulez, le comparer à Victor Hugo dans ses prises de parole. Les deux ont à peu près la même tactique. C'est vraiment un peu leur marque de fabrique, j'ai envie de dire, tout simplement, d'accord? Allez, on continue. Les yeux dans les yeux, Robert Badinter. Alors Robert Badinter,
Je vous mettrai dans le lien de description son discours si vous voulez, puisqu'il est disponible sur YouTube, de deux de ses prises de parole. La première étant la plus célèbre, puisque Robert Badinter est le fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort en France. Hein. Je vous rappelle que la peine de mort a été appliquée en France, notamment par la guillotine, depuis 1789. Badinter est le responsable de l'abolition de la prise de mort. L'un de ses plaidoyers les plus connus, c'est même pas fait au tribunal, c'est fait à l'Assemblée nationale. Vous avez Badinter en toute sa splendeur, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Badinter a une particularité, c'est qu'il ne rompait jamais le contact avec ses interlocuteurs. Et vous le verrez dans les deux extraits de YouTube. Le second extrait est d'ailleurs un peu plus poignant parce que c'est un plaidoyer après l'inauguration du mémorial de la déportation et de la Shoah en France, et notamment du Vélodrome d'hiver de 1942. Je répondrai un petit peu en détail à ceux qui voudraient me poser la question sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Vous verrez un petit peu comment Badinter s'adresse aussi à la foule. Et vous verrez un petit peu cette technique de regarder droit dans les yeux. Badinter ne rompait jamais le contact avec ses interlocuteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, Badinter, c'était par le regard, les yeux, l'expression des yeux, c'était grâce à ça qu'il utilisait le non-verbal. Hein, le non-verbal était très remarqué par les yeux. On sentait l'expression, le sentiment de Badinter à travers son regard. Il pouvait fusiller du regard une personne, on savait qu'il était dans l'offensive. D'ailleurs, vous verrez que régulièrement il est aussi dans l'offensive, tout en jouant sur l'émotion. Mais le regard de Badinter est très particulier sur le non-verbal, d'accord? Et c'était aussi en deuxième partie le spécialiste des images choc, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à être aussi sur le frontal mais par l'image. C'est un des partisans du poids de l'image. L'image a un poids important dans la perception des choses, d'accord? Donc soit c'était les images tout fait, il apportait aussi un diaporama, ou alors c'était comme Victor Hugo, hein, il utilisait de toute façon l'image dans ses textes c'est-à-dire que ses arguments étaient des images, des exemples. Et à partir de là, l'auditeur, l'interlocuteur se faisait sa construction de l'image. D'accord? Donc on peut également aussi le comparer à Victor Hugo du fait de l'argumentaire qui est appuyé par des exemples. Ce sont les exemples qui font les arguments de Robert Badinter. Allez, Georges Kijman, l'art de la répartie. Alors, vous ne connaissez pas, hein, puisqu'il a pris sa retraite. Il est souvent aussi, malgré tout, invité dans pas dans les talk shows, mais dans des émissions comme BFM par exemple, LCI, hein, aussi l'Express, France Télévisions, malgré tout. Alors, il est considéré par ses confrères comme le plus brillant d'entre nous. Hein, c'est un spécialiste de l'éloquence. Alors là, vous avez un champion de l'éloquence dans toute sa splendeur, puisqu'il est un grand littéraire, il a une culture générale débordante. Alors là, il a quand même déjà pas mal de munitions, on va dire ça. Et surtout un grand sens de l'humour. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à mettre de l'autodérision, de la dérision dans ses discours. Il avait surtout un sens énorme de la répartie. C'est-à-dire que il n'hésitait pas justement à renvoyer la balle. C'est-à-dire que dès que son adversaire balançait des arguments, il avait le sens de la répartie. Il n'hésitait pas en utilisant toute sa culture, son éloquence, à faire du contre-argument et voire de la réfutation. Voilà un petit peu aussi qui était Georges Kijman, d'accord? Alors voilà, vous avez des exemples. Je vais sur la suite du document, je vous montre ça tout de suite. Vous avez là des exemples de plaidoyer. Donc là, vous avez vu les avocats, alors, type de technique. Ces techniques, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous renvoie aussi, vous pouvez voir certains extraits, je vous renvoie à Badinter, que je vous remettrai dans la vidéo YouTube. J'essaie de retrouver des plaidoyers de Kijman aussi en même temps. J'essaie de les mettre dans le lien dans la description, d'accord? Et vous avez là, j'ai mis plusieurs exemples de plaidoyer. Alors le premier, c'est dans Les Misérables. Sachez que les Misérables ont été pendant très longtemps utilisés par les professeurs pour faire l'exercice de plaidoyer. Hein. C'est le procès soit de Jean Valjean ou de la mère de Cosette. Donc là, vous avez deux exemples de plaidoyer. Vous avez vu alors, déjà, première chose, ce n'est pas obligé d'être très long. Un plaidoyer peut faire 15 lignes, 15 à 10 lignes. Si vous avez vu tous les éléments dedans pour faire votre plaidoyer, cela marche très bien. Donc vous avez les formules donc vous avez encore une fois malgré tout les 5 temps du récit. Hein, donc l'exorde, la narration, l'argumentation, la réfutation.
et ensuite la conclusion. D'accord? Donc vous avez là deux exemples. Ah, vous les voyez ici, hein, vous les voyez. Donc vous avez la charge de l'avocat et l'avocat de la défense en validant. Là vous avez carrément les deux plaidoyers. Celui de l'avocat de la défense et celui de l'accusation. Enfin j'ai mis l'un des plaidoyers les plus connus au monde, le J'accuse d'Émile Zola. Zola a pris la défense du capitaine Alfred Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus, le capitaine français qui a été accusé d'espionnage contre l'Allemagne sur le simple fait qu'il était de confession juive. Pour la petite histoire, je vous rappelle que Dreyfus est innocent, il a été acquitté notamment grâce au plaidoyer d'Émile Zola. Donc vous avez un petit peu également aussi Zola et son plaidoyer. Alors son plaidoyer n'a pas été fait devant un tribunal, mais dans la presse, dans le journal L'Aurore, du 13 janvier 1898. D'accord? Mais néanmoins, c'est une forme de plaidoyer très intéressante. D'accord? Ensuite, je vous ai mis plusieurs exemples de vidéos YouTube. Alors vous en avez un qui est chaque année en fait les lycées de France. C'est d'ailleurs dommage que le lycée n'a pas été représenté. Un plaidoyer contre l'abolition de la peine de mort. Pour l'abolition de la peine contre et pour l'abolition de la peine de mort. D'accord? On reprend un petit peu le plaidoyer de Robert Natter. Et les élèves doivent faire un plaidoyer justement pour abolir la peine de mort. Pourquoi il faut abolir la peine de mort? Pour ou contre, c'est un petit peu l'exercice. Ça permet aussi, parce qu'il faut que vous le sachiez, ça je le précise, que beaucoup les avocats doivent ne pas prendre en compte leur opinion. C'est-à-dire que s'ils défendent un prévenu, leur opinion ne doit pas en faire partie. Ils doivent rester neutres. D'accord? C'est aussi l'exercice de style de l'avocat. Et c'est la chose la plus compliquée. Leurs émotions, leur parti pris, leur opinion ne doivent pas rentrer en compte. Ils doivent être le plus neutre possible. D'accord? C'est pour ça que l'exercice se fait dans les deux sens. Enfin, deuxièmement, c'est l'extrait du procureur Jackson. Je vous ai remis l'extrait de Nuremberg, le lien pour la vidéo de Nuremberg. D'ailleurs, certains m'ont posé la question, vous trouverez dans les vidéos de sélection sur les côtés, en haut à droite, le téléfilm complet Nuremberg, il dure 2h20. Pour les plus curieux, je vous invite à les regarder parce que c'est quand même assez intéressant. Vous voyez également un procès, non pas local, mais un procès international, et surtout l'un des procès les plus importants de notre histoire au XXe siècle. D'accord? Donc, je vous invite à aller le voir. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas trop de censure, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, donc je vous mets les liens dans la description, et puis si vous avez des questions, on se retrouve sur le WhatsApp dédié aux Français, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là pour vous. Allez, à demain.